Nadia Comaneci aurait-elle atteint la perfection sans Nelly Kim? Émile Zatopek serait-il entré dans la légende sans son incroyable rivalité avec Alain Mimoun? On ne gagne jamais seul. À 8 jours de l'ouverture des JO de Paris, coup de projecteur sur les plus beaux duels de l'histoire de l'Olympisme. Avec nous pour en parler, Vincent Di Serio, bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur du livre « On ne gagne jamais seul, les plus beaux duels de l'histoire ». C'est aux éditions Plomb. L'important, c'est de participer, disait Pierre de Coubertin. Vous, votre devise, c'est « On ne gagne jamais seul ». Pourquoi, d'où ça vous est sorti? Sans la rivalité, finalement, sans l'adversité, il n'y a pas de victoire. La victoire, elle est pas si belle que ça. Et en fait, un vainqueur, il a toujours besoin de son plus grand rival pour qu'il puisse se transcender et atteindre vraiment son apogée. Ouais. C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on fait du sport, on le sait, si on court un 60 mètres, un 100 mètres derrière quelqu'un qui court plus vite que nous, forcément, on aura un meilleur temps. C'est ça. Et c'est en ça que les rivalités sont belles et sont grandes. Elles permettent aux sportifs de se transcender, d'atteindre des niveaux de performance que peut-être ils n'auraient jamais atteint s'ils n'avaient pas eu leur plus grand rival à leur côté, face à eux. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va décliner quelques exemples, pas tous, il y en a 20 tout de même, oui. Il y a 20 duels. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on entend Zatopek et Mimoun, on se dit, en fait, on n'en met pas un au-dessus de l'autre quasiment. On se dit, les deux sont dans la lumière, là, ça n'empêche pas qu'on va écraser l'autre en fait. C'est ce qui est incroyable, c'est que pendant des années, Mimoun a été derrière Zatopek. Il s'est rapproché de lui au fur et à mesure et il n'a jamais baissé les bras, il s'est toujours accroché et c'est ça que j'explique dans mon livre. C'est vraiment comment il a réussi à garder le moral, le mental et en plus être ami avec Zatopek et tout au final, finalement, réussir à l'approcher et à le battre. Ouais, alors racontez-nous tout de même sur ces deux champions. Donc l'un est tchèque. Oui, à l'époque. L'un est tchèque, l'autre est français. Ils se rencontrent dans les premières courses internationales où, à l'époque, Zatopek, il ne se contentait pas de gagner, il écrasait tout le monde. Ouais. Il prenait un tour de piste à quasiment tout le monde, sauf un seul, Alain Mimoun, qui, on va dire par fierté, par orgueil, ne voulait pas se faire rattraper. Et au fur et à mesure des courses, Mimoun a réduit son écart, a réduit son retard. Ouais. Voilà, son retard. Et voilà, il s'est accroché moralement. Et voilà, c'est un exemple. Comment avez-vous travaillé? Vous avez puisé dans les archives? Vous êtes journaliste à la base? Oui. On a la chance d'avoir un beau musée national du sport à Nice, où il y a vraiment une masse d'archives très intéressantes au niveau de la presse écrite notamment. Il y a aussi l'incroyable travail de numérisation des archives de la BNF, qui permet aussi de trouver des sources, des articles anciens, des vidéos aussi. Et avec tout ça, ça nous permet de rentrer dans le récit, rentrer dans la psychologie des athlètes. Est-ce qu'on sait ce qu'ils disaient l'un de l'autre, ces deux athlètes, Mimoun et Zatopek? Alors Mimoun et Zatopek, ça fait partie des rivalités où ils sont tombés amis. Vraiment. Il n'y avait pas d'anicroche. Elle était purement sportive. Et saine. Voilà, elle était saine et même dans une époque où l'un était plutôt bloc de l'Ouest, l'autre bloc de l'Est, à l'époque de la guerre froide, c'était vraiment... c'était pas si évident, quoi. Voilà, et quand Zatopek est mort, Mimoun a dit, ce jour-là, j'ai perdu un frère, quoi. Autre rivalité, Nadia Comaneci aurait-elle atteint la perfection sans Nelly Kim? Racontez-nous, là encore, ce duel historique. Alors, on se souvient de Nadia Comaneci comme du premier 10 de l'histoire des Jeux, mais simplement on oublie que derrière il y a Nelly Kim aussi qui a eu des 10, qui a atteint la perfection. Là on parle de quelle discipline? De gymnastique? De la gymnastique, voilà, sur les différents agrès. Et en fait, Nelly Kim, en plus, elle était dans l'ombre de Comaneci et en plus elle représentait, on va dire, le clan des soviétiques qu'il fallait battre à tout prix. Et Nelly Kim elle-même dans sa propre équipe n'était pas la gymnaste star, la gymnaste vedette. Quelle sélection elle était? Pardon? Nelly Kim, quelle sélection? Union soviétique. Union soviétique. Voilà. Et malgré ça, elle a fini meilleure gymnaste de son équipe et c'est elle qui a atteint aussi les 10, qui a eu autant de médailles d'or que Nadia Comaneci et qui a poussé vraiment la Roumaine à se dépasser, quoi. Ouais, une rivalité. Et là, pour le coup, c'est entre elles? On le sait, ou ça se passait bien? Oui, alors au départ... À la ville? Alors au départ, elle ne se connaît... En fait, chacun des clans, le clan roumain et le clan soviétique, on leur interdisait de se parler entre elles. En disant, voilà, c'est ton ennemi, tu lui parles pas. Et finalement, donc, elles s'ignoraient.
Et finalement, au fur et à mesure des années, elles ont appris à se connaître. Et en fait, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'à la fin, c'est sur leur dernier podium où elles sont épuisées. Elles se disent, en fait, c'est la première fois qu'elles se parlent. Ouais. Et Nadia Comaneci dit à Nelly Kim, alors, comment tu vas? Elle dit, ben, je suis fatiguée, il est temps qu'on arrête. Et elles sont devenues amies plus tard. Ouais. En fait, il y a un respect mutuel hein, qui s'installe. Plus proche de nous, quoique, Carl Lewis, opposé à Ben Johnson. Ben Johnson, qui hélas avait défrayé la chronique pour des raisons de dopage, mais ça restait quand même un athlète qui a marqué aussi sa discipline. Comment s'est passée cette confrontation, ce duel? En fait, c'est là où on revient dans le titre du livre, On jamais seul, finalement, parce que Lewis, au début, écrasait tout le monde, au point qu'il en devenait presque impopulaire. À Los Angeles, en 84, il réalise un exploit incroyable de gagner 4 médailles d'or, mais c'est Ben Johnson, finalement, l'arrivée de Ben Johnson fulgurante qui va pousser Lewis dans ses retranchements et qui finalement va lui attirer une espèce de forme de sympathie de la part du public. Et finalement, Lewis a réussi à se transcender grâce à Ben Johnson. Ouais. Comment les entraîneurs font face à ce genre de situation? Est-ce que c'est un volet que vous avez exploré ou pas forcément? Oui, j'en parle dans mon livre. Les entraîneurs, ils soufflent un peu sur les braises aussi. Ils aiment bien entretenir cette rivalité parce qu'il y a une question d'orgueil aussi, une question d'ego. Finalement, ces champions, Carl Lewis et Ben Johnson, sont des athlètes qui rayonnent, enfin, leur ego fait rayonner, leur orgueil. Et en fait, les entraîneurs sont là pour alimenter cet orgueil, cet ego qui permet à chacun d'entre eux de pouvoir prétendre à la victoire. Alors, on ne va pas tous les décliner, mais on en a beaucoup d'autres. Un Jean Bouin contre Hannes Kolmainen, Johnny Westmuller, nageur américain, 5 fois médaillé d'or au JO face à Duke Kahanamoku, et puis Pierre Durand contre John Whittaker. Les JO commencent maintenant dans quelques jours, dans 8 jours pour être précis. 9 jours, la cérémonie d'ouverture. 8, non, c'est bien ça. On est le 18 et 8, ça fait bien 26 juillet. Est-ce que vous voyez un duel en train de naître sur telle ou telle discipline? Alors, il y a un duel qui est un peu atypique, on va dire, qui est franco-français. C'est les frères Lebrun en tennis de table. Donc, le petit frère contre le grand frère. Alors, le petit frère est mieux classé, mais le grand frère le domine psychologiquement. Alors, ça va être intéressant. Alors, est-ce qu'ils auront l'occasion de s'affronter au jeu? Je ne sais pas. Je sais qu'ils jouent en double ensemble. Et là, il y a la dimension familiale qui s'ajoute. Hein. Alors, il y a une dimension familiale et puis des images fortes au dernier championnat de France où le grand frère bat le petit frère est en larmes. Il a pleuré, j'ai vu l'image. Et le grand frère, lui, il est heureux et finalement, il ignore presque son frère sur le moment. Quoi. Avec l'adrénaline, c'est vrai. Avec l'adrénaline, c'est ça, c'est la gagne. C'est la gagne. Ce que vous dites, ce que vous racontez, est-ce que ça vaut seulement, la réponse est sans doute oui, mais pour les sports individuels, par définition? Alors, bien sûr qu'il y a un esprit de compétition, de dualité, mais il y a des rivalités entre équipes. Il y a des grandes rivalités entre équipes. Alors, je le raconte dans mon livre. Donc, la France et le Danemark aussi qui vont encore s'affronter certainement aux Jeux Olympiques. Handball, oui. Voilà. Deux grandes nations. Deux grandes nations qui dominent et qui arrivent à transmettre le flambeau de génération en génération pour que les équipes puissent être toujours aussi performantes, ce qui est rare dans des sports collectifs. Il y a aussi, dans ce que je raconte aussi dans mon livre, en basketball, entre l'URSS et les USA en 72, à Munich, qui est un peu le paroxysme de la guerre froide et qui a été un drame pour l'une des deux équipes. Sur la boxe, on n'en a pas parlé. Vous l'évoquez dans le livre, pas forcément, la boxe? Alors, la boxe, non. Vous auriez pu, avec Mohamed Ali, par exemple, mais on ne peut pas tous les couvrir. Voilà, choisir, c'est renoncer, comme on dit. Juste pour revenir au sport collectif, parce que la boxe m'a effleuré l'esprit, sur les sports collectifs, peut-être que ce que vous racontez pour les sports individuels, ça a lieu au cœur même du vestiaire. On parle d'ailleurs de concurrence saine entre deux attaquants, entre deux joueurs de football, de handball ou de rugby qui évoluent au même poste. Là, en général, c'est compliqué. Alors, dans les vestiaires, il y a forcément, pareil, des problèmes d'ego, des problèmes alors surtout dans les sports d'équipe. Il faut ménager, il faut bien comprendre les hommes. Faut bien comprendre le caractère de chacun pour pouvoir servir le collectif, l'intérêt général et non pas son propre intérêt particulier. On voit le cas par exemple aujourd'hui avec Kylian Mbappé qui signe au Real Madrid. Là, ça va être différent du Paris Saint-Germain. Il va être avec une pluie de stars. Il va falloir qu'il s'impose. C'est un challenge en fait. C'est le moment pour lui de prouver qu'il est l'égal d'un Zidane ou d'un Platini. C'est à lui. Maintenant, c'est à lui de jouer. Deux dernières questions. Votre sport préféré? Sport préféré? J'étais judoka dans ma jeunesse. D'accord. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé de David Douillet.
David Douillet, forcément, Bah oui, face aux Japonais. Shinohara, Ouais. alors oui, Shinohara, en fait, Douillet écrasait tout pareil. Chez Ouais. les lourds, c'était très mal vu au Japon, Ouais. parce que la catégorie poids lourd dans le judo, c'est la chasse gardée des Japonais. Et ils ont sorti dans leur immense vivier leur plus grand champion, qui est Shinohara, qui faisait peur à tout le monde. Mais Shinohara n'a jamais été champion olympique, hein, je découvre avec votre livre. C'est vrai que je pensais qu'il l'avait été. Et non, et il était alors qu'il était double champion du monde en l'absence de Douillet au dernier championnat du monde. Ouais. Mais Douillet est revenu sur le tatami, qui plus est après de longues blessures, il était loin d'être le favori. Mais pareil, je le raconte dans mon livre, ce qui est incroyable, c'est le parcours mental de Douillet, alors qu'il n'était pas favori pour, après toutes ses blessures, remonter sur le terrain et arriver à terrasser un monstre comme Shinohara. Un monument, ouais. Entre les deux, comment ça se passait en dehors du tatami? Alors, ils se sont toujours respectés. C'est-à-dire, déjà dans le judo, comme dans tous les sports de combat, il y a un grand respect. Oui, le combat et respect sont des notions qui s'articulent. Hein. C'est pas... Alors, peut-être qu'il y a une forme... Mais ils se sont respectés avant, pendant et après. Et juste pour l'anecdote, le Japon a très mal pris, ça a été un drame national, la défaite de Shinohara. Et Douillet est allé le voir au Japon, justement, pour le consoler. Ça, ce sont les belles histoires du sport. Et je vous demandais votre sport préféré, votre sportive ou sportif préféré sur la scène olympique? En ce moment? Ouais. Oh, ou avant, hein, votre livre. Bon, après, j'ai eu un faible, j'ai eu un faible pour David Douillet parce que c'était vraiment ma pleine jeunesse. En plus, j'étais judoka. Et puis, comme Thierry Rey au micro, pareil, j'en parle aussi dans mon livre. Thierry Rey qui commentait la finale était en larmes et j'ai pas pu m'empêcher, moi, de pleurer devant mon écran. C'est vrai qu'il fait partie des sportifs qui ont aussi fait gagner bien d'autres sportifs et d'autres disciplines, en fait, en matière de confiance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va revoir peut-être la couverture de votre livre. La voici, donc les plus beaux duels de l'histoire du sport. Merci d'avoir été avec nous sur TV0 et bons Jeux Olympiques de Paris à vous.